Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je suis très fier de vous dire que cette vidéo est issue de l'un des chapitres de mon deuxième livre qui est sorti le 28 août 2019. Un livre qui aborde plus d'une trentaine de sujets de géopolitique à travers la planète et qui essaie de les expliquer grâce à l'histoire. Si ce type de sujet vous intéresse, comme le Yémen, la Birmanie, le Venezuela, Cuba ou encore Israël, ouais, j'ai osé parler du conflit israélo-palestinien. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner l'occasion de gagner des exemplaires. Et sinon, rendez-vous chez votre libraire préféré ou dans la description. Le 16 juin 2019, 2 millions de personnes, soit plus de 1 Hongkongais sur 4, manifestent pour demander le retrait d'une loi autorisant les extraditions de criminels vers la Chine pour qu'ils soient jugés. Alors comment un simple texte législatif a-t-il pu faire descendre dans la rue une population aussi nombreuse? La réponse est que ce qui se joue à Hong Kong à l'été 2019 dépasse de loin ce seul texte. Pour l'immense majorité des Hongkongais, cette loi paraît comme le dernier clou enfoncé dans le cercueil de l'autonomie du territoire face à la Chine. Mais d'ailleurs, à qui appartient réellement Hong Kong? Pourquoi ce territoire chinois ne l'est-il pas vraiment en fin de compte? Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Le nom officiel de Hong Kong est Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Il s'agit de la plus grande et la plus peuplée des deux régions administratives spéciales de la République populaire de Chine, l'autre étant Macao. Elle est située du côté est de l'estuaire de la rivière des Perles, dans le sud de la Chine. Avec plus de 7,4 millions d'habitants de nationalités diverses sur un territoire de 1104 km², Hong Kong est la 4e région la plus peuplée du monde. Et vous vous en doutez, le secret de Hong Kong vient de ce fameux spécial contenu dans sa dénomination. Il faut savoir que le territoire de Hong Kong est chinois depuis des centaines d'années. Plus précisément, il est incorporé à la Chine durant la dynastie Qin, entre 221 et 206 avant Jésus-Christ, et donc oui, ça fait vraiment un bon bout de temps. Et ça reste chinois jusqu'à la date du 20 janvier 1841. À ce moment-là, la Chine de la dynastie Qing, alors en guerre contre l'Empire britannique dans la guerre de l'opium, est en difficulté et signe le traité de Nankin qui cède l'île de Hong Kong au Royaume-Uni. En effet, l'île occupe une position stratégique devant le delta de la rivière des Perles, mais aussi car elle peut héberger un port en eau profonde, l'idéal pour accueillir des navires à fort tirant d'eau. C'est ainsi que le Royaume-Uni s'installe en Chine et sa présence va durer 156 ans. Sous le règne britannique, la ville se développe considérablement, l'économie de la colonie explose, et alors que la Chine traverse une révolution communiste, la société hongkongaise prend le chemin de la démocratie libérale. La ville se développe tellement que son territoire devient rapidement trop étroit. Il est nécessaire d'agrandir la colonie pour répondre à la croissance démographique. Et justement, à la faveur de la défaite chinoise contre le Japon en 1895, le Royaume-Uni obtient en juin 1898 une location pour 99 ans de nouveaux territoires, augmentant la superficie de Hong Kong de 12 fois celle de 1841. En échange, 99 ans plus tard, Hong Kong est restitué à la Chine le 1er juillet 1997. I should like, on behalf of Her Majesty the Queen and of the entire British people, to express our thanks, admiration, affection, and good wishes to all the people of Hong Kong. Ainsi, durant plus d'un siècle et demi, la culture britannique a marqué considérablement la ville. Aujourd'hui encore, malgré le fait que la ville soit redevenue chinoise depuis plus de 20 ans, les 156 années de présence britannique sont encore bien présentes. Chaque mercredi soir, jusqu'à 55 000 personnes se retrouvent sur l'immense hippodrome Happy Valley, situé au cœur des 7,5 millions d'habitants de la métropole. Les courses hippiques, loisirs typiquement british, sont l'un des vestiges les plus visibles de l'époque coloniale britannique. Mais pas seulement. Circulation à gauche, prise électrique britannique, bus à 2 étages, etc. etc. L'influence la plus importante sur la vie de Hong Kong vient cependant des héritages immatériels. Liberté d'expression, liberté de la presse et liberté de réunion, interdit ou presque à quelques pas de là en Chine continentale. Mais pourquoi c'est différent? Je croyais que Hong Kong était retourné en Chine. En fait, lorsque Hong Kong retourne à la Chine le 1er juillet 1997, eh bien ce n'est pas sans contrepartie.
À la base, l'île de Hong Kong avait été cédée en 1841 de manière définitive au Royaume-Uni. Mais le développement de la ville fut tel qu'elle s'étendit au-delà du territoire prévu, ça on l'a dit tout à l'heure. Mais du coup ça a rendu impossible la création d'une frontière en plein milieu de la ville, entre la ville d'origine du coup et les fameux nouveaux territoires acquis en 1898. Du coup, le Royaume-Uni accepte de rendre la totalité de la ville, donc même le morceau qu'il était censé conserver, et en échange, la Chine, que le monde entier pense sur la voie de la démocratie, accepte certaines conditions stipulées dans la déclaration conjointe sino-britannique, telles que la rédaction et l'adoption de la mini-constitution de Hong Kong, appelée Loi fondamentale. Celle-ci garantit à Hong Kong la conservation de son système économique capitaliste, ainsi que sa propre monnaie, le dollar de Hong Kong, mais aussi son système juridique, son système législatif et même les droits et libertés du peuple pendant une période de transition de 50 ans, en tant que région administrative spéciale, ou RAS, de la Chine. Et c'est ainsi que le compromis est né. Ils lui ont même donné un nom. Un pays, deux systèmes. L'accord actuel, qui doit expirer en 2047, a permis à Hong Kong de fonctionner comme sa propre entité dans de nombreux contextes internationaux comme à l'OMC ou aux Jeux Olympiques, plutôt que comme une partie de la Chine. Le yuan chinois n'a pas cours légal à Hong Kong, de même, le dollar de Hong Kong n'est pas accepté dans les magasins en Chine. En vertu de cet arrangement sino-britannique, un permis ou un visa est requis pour passer la frontière, et les habitants de Hong Kong détiennent généralement des passeports de la RAS de Hong Kong, plutôt que des passeports chinois. Mais ce n'est pas tout. Tandis qu'à Hong Kong, le cantonais et l'anglais sont les langues les plus utilisées, le mandarin reste la langue officielle de la Chine. La RAS de Hong Kong est responsable de ses affaires intérieures, y compris, mais sans s'y limiter, le pouvoir judiciaire, les tribunaux de dernier ressort, l'immigration, les douanes, les finances publiques ou encore les devises et enfin l'extradition. L'extradition, ça y est. Je commence à comprendre pourquoi ils sont furax. Le gouvernement central de Pékin, quant à lui, conserve le contrôle des affaires étrangères de Hong Kong, donc toutes les relations diplomatiques et la défense, ainsi que, et ça c'est important, l'interprétation juridique de la loi fondamentale. Quoi? En gros, c'est la Chine qui dit « Ok, la Constitution dit ça, alors on fait telle loi. » Ou « On fonctionne comme ça. » Et par exemple, l'article 45 de la loi fondamentale précise que le chef de l'exécutif de Hong Kong doit être élu au suffrage universel. Or, il n'en est rien, car l'élection a lieu de manière indirecte par un comité électoral de 1200 membres, et tous soutenant le pouvoir chinois. L'article 45 n'a donc jamais été appliqué, malgré les promesses chinoises. De même, le Conseil législatif, sorte d'Assemblée nationale, est composé de 70 députés, mais seuls 40 d'entre eux sont élus au suffrage universel, les autres, ils sont choisis via un processus très favorable à la Chine. Et cet état de fait a déjà conduit à des manifestations de masse en 2014. En juin 2014, les militants pro-démocratie organisent un référendum officieux sur l'instauration du suffrage universel direct qui recueille près de 800 000 signatures. Malheureusement, en août, le Parti communiste chinois annonce que les futurs candidats pour être chefs de l'exécutif hongkongais seront sélectionnés par un comité de 1200 personnes et que ces candidats seront désignés seulement s'ils respectent la ligne définie à Pékin. Une bonne marionnette quoi. Alors la procédure actuelle n'inclut pas le suffrage universel, mais elle est moins restrictive sur les candidats. Aussi, ayant peur d'un contrôle trop grand de Pékin sur Hong Kong, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie déterminés paralysent le centre de l'ancienne colonie britannique pendant plusieurs mois et finalement, la proposition de réforme est retirée. Alors pourquoi ces manifestations en 2019? Dans la loi fondamentale de Hong Kong, il est prévu qu'une personne ayant commis un crime à l'étranger doit être renvoyée pour être jugée dans le pays où le crime a été commis. Logique. Cependant, pour que cela puisse se faire sans encombre, la procédure d'extradition doit au préalable être prévue et inscrite dans la loi. Or, aucun traité d'extradition n'existe entre Hong Kong et la Chine. Vous l'avez compris, plusieurs fugitifs chinois trouvent refuge à Hong Kong qui ne peut pas les renvoyer vers la Chine pour qu'ils soient jugés. Bon, faut pas croire, Pékin contourne le système. En fait, il n'est même pas rare que des personnes disparaissent de Hong Kong et réapparaissent quelques mois ou même quelques années plus tard en Chine après avoir passé quelques temps en prison. Aussi, prétextant favoriser l'entraide judiciaire entre pays, un amendement à la loi d'extradition de Hong Kong est proposé par le gouvernement hongkongais en février 2019 pour y inclure les pays n'ayant pas d'accord avec Hong Kong, dont la Chine. Alors que les autorités affirment que cette nouvelle loi va combler un vide juridique, évitant à la région d'être un refuge de criminels, l'opposition redoute que cette loi permette d'extrader des réfugiés politiques, mais aussi finalement n'importe quel citoyen, au motif qu'il constitue une menace pour Pékin. Des manifestations ont lieu le 31 mars, le 28 avril, le 6 juin, mais elles sont sans commune mesure avec la manifestation du 8 juin, qui regroupe 1,03 million de participants selon les organisateurs, 240 000 selon la police.
Nouvelle manifestation le 12 juin, le 16 juin qui fut la plus impressionnante de toutes, le 21, le 26, etc. etc. Et l'opposition continue aujourd'hui malgré l'ajournement sine die du projet de loi. Carrie Lam, chef de l'exécutif et pro-Pékin, présente des excuses et le 15 juin, elle annonce qu'elle met fin à l'amendement, qu'il est mort. I have almost immediately put a stop to the amendment exercise. The bill is dead. Et pourtant les manifestations continuent, car en réalité, l'adoption du texte est juste suspendue et repoussée à une date non précisée. Ce qui provoque de nouvelles manifestations, refusant de se contenter de la suspension du texte, les manifestants demandent l'annulation définitive de la loi sur l'extradition, la démission de la chef de l'exécutif et davantage de démocratie. Pékin quant à lui a renouvelé sa confiance à Carrie Lam, laissant présager son maintien au pouvoir, tandis que les médias chinois affirment que le projet de loi est bien soutenu par la majorité de l'opinion publique à Hong Kong, sans mentionner sa suspension. En attendant, face au durcissement progressif du mouvement, à la multiplication des incidents et à l'incapacité de l'exécutif hongkongais de faire cesser les troubles, la Chine a musclé son discours. Mi-2019, la Chine a massé des troupes à Shenzhen, à la frontière hongkongaise, faisant craindre une action directe et donc une répression par la violence des manifestants de Hong Kong. De même, des centaines de comptes sur Twitter ou Facebook ont été créés par le système de propagande chinois pour discréditer les manifestants pro-démocratie à l'international. Alors petite mise à jour qui n'était pas prévue mais qui ne change finalement pas grand chose. Quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 septembre 2019. Il y a 2 ou 3 jours, Carrie Lam a décidé d'annuler définitivement ce projet de loi, cet amendement au projet de loi. Mais honnêtement, je pense que du coup maintenant on est plus parti sur on veut plus de démocratie. Donc ça ne changera pas grand chose. Et d'ailleurs, ça se confirme parce que les manifestations continuent. Et comme le dit Charles Villa dans un documentaire pour Brut daté du 28 août 2019, ces revendications pour plus de démocratie, les Hongkongais les martèlent depuis maintenant des mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la communauté internationale reste très timide dans son soutien. En 2019, il n'y a pas grand monde pour oser s'opposer aux géants chinois. Faisant craindre que le « un pays, deux systèmes » devienne finalement « un pays, un système ». Finalement, Hong Kong appartient à Hong Kong, mais jusqu'à quand? Pékin espère que le mouvement s'essouffle et s'arrête de lui-même, attendant patiemment en 2047. Attendez, ne partez pas. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est inspirée d'un des chapitres de mon deuxième livre qui est paru le 28 août 2019. Pour en gagner un exemplaire, c'est très simple. Déjà, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu, et voici la vraie condition. Je vais vous afficher le sommaire, et d'après vous, quel est le chapitre le plus long? C'est tout. Indiquez votre réponse en commentaire, suivi du hashtag je participe, ce sera plus facile après pour trier les commentaires. Vous aurez 10 jours après la date de publication de cette vidéo pour participer. Bonne chance à tous. Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou sur Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Encore une fois, un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.